J'appelle à la tribune donc Madame Patricia Varnaison-Revol, qui est chef du département déplacement durable à la direction technique territoire et ville du CEREMA. Le CEREMA, c'est l'ancien CERTU. Daniel Beurdelet, qui est vice-président transport de la région Picardie, qui est intervenu déjà ce matin. François Ferrieux, qu'on ne présente plus. Et Francis Gass, président de la Société de la mobilité de l'agglomération toulousaine, la SMAT. Dans les deux premières tables rondes, on a évoqué les solutions mises en place avec plus ou moins de bonheur pour articuler les réseaux et pour diffuser une information multimodale et mettre en place des systèmes biétiques à différentes échelles. Alors maintenant, nous allons aborder une question essentielle, le sujet de la gouvernance. Alors on sait qu'il est en plein bouleversement, donc on aura peut-être plus d'interrogations que de réponses, mais on verra, c'est intéressant toujours de mener un débat de ce type-là. Mais avant d'engager une discussion sur le système de gouvernance en France, je vais demander à Madame Varnaison-Revol de nous dresser un panorama des coopérations qui existent actuellement en France entre autorités organisatrices. Oui, donc, bonjour à tous. Donc, alors je ne vais pas faire un panorama très précis, mais plutôt vous donner une espèce. Enfin, je pense que c'est quelque chose de plus léger qu'un panorama. Voilà. Je n'arrive pas à trouver mes mots. Petit panorama. Hein, oui, l'idée, c'est bien, comme on a dit tout à l'heure, où on parlait un petit peu de gommer des frontières institutionnelles et la coopération entre autorités organisatrices. Son objectif, quelque part, c'est bien de dire que pour l'usager, lui, ce dont il a besoin, c'est d'avoir un ticket, un plan et un guichet d'information. Voilà. Alors, dans les coopérations qu'on peut rencontrer en France, je vais les classer en deux grands paquets. Un paquet que je vais appeler des coopérations institutionnelles. Alors, institutionnelles parce qu'elles vont aboutir à créer une structure, comme le syndicat mixte de l'Oise, par exemple. Et puis d'autres que je vais appeler informelles, même s'il peut y avoir derrière des conventions ou des choses comme ça, parce qu'elles ne vont pas aboutir à créer une structure. Alors, dans les coopérations qui existent en France, les plus fréquentes, elles sont plutôt d'ordre contractuel et elles sont plutôt, elles visent à monter un projet. Et un projet qui donc a une durée limitée et donc c'est pas forcément quelque chose qui va durer très longtemps. Alors on peut citer comme exemple, par exemple, la mise en place d'une charte d'interopérabilité pour la biéthique. Donc ça il y a un projet de genre, par exemple en Haute-Garonne, ou une convention d'intermodalité comme il peut y en avoir dans le Finistère. Ensuite, on a aussi des formes qui sont de coopération qui peuvent être très souples et très informelles, où c'est des autorités organisatrices qui se regroupent entre elles et qui veulent mettre en place un système d'information, voire des tarifications combinées. Alors, on pourrait penser que c'est très informel et que donc ça ne va pas forcément bien marcher. Il y a des opérations de ce type qui sont des réalisations très intéressantes, comme Atout Mode en Haute-Normandie, où sur l'ensemble de la région, il y a à la fois un calculateur d'itinéraire et puis une carte Atout Mode qui est un support matériel qui va prendre toutes les tarifications de l'ensemble des autorités. Pour autant, ils ne sont pas encore à une intégration tarifaire qui, elle, va avoir des incidences financières autres et donc qui générerait peut-être une structure. De la même façon, en Alsace, le comité de coordination des AOT a mis en place un système d'information qui est Vialsace, et puis des titres qui sont combinés, mais là, c'est simplement un ticket qui marche à la journée sur une partie de l'Alsace. Voilà. Alors, il y a d'autres autorités organisatrices qui ont choisi une forme dite d'association. Alors, pourquoi? Parce que l'association loi 1901, c'est quelque chose qui est facile à mettre en place. C'est quelque chose aussi, on a juste besoin d'avoir un président, un secrétaire, un trésorier. On peut associer à la fois du public et du privé. Donc, c'est quelque chose d'assez souple qui permet, souvent, c'est une première étape avant d'aller plus loin. Alors, dans les exemples, le système d'information des Bouches-du-Rhône qui s'appelle Le Pilote, c'est un exemple qui est fait sous forme d'association.
Et puis, il y a une autre association qui est, qui est un petit peu particulière en France, qui s'appelle Mouvable, donc vous la connaissez sans doute, qui est à Bordeaux, et qui, elle, fonctionne plus sous la forme d'un think tank de réflexion avec des journées de partage de culture commune entre la communauté urbaine de Bordeaux, le Conseil général de la Gironde et la région Aquitaine. Voilà. Alors maintenant, je vais passer plutôt au... Ça, ce sont des coopérations qui demandent une volonté des gens de travailler. C'est quelque chose. Voilà, c'est vraiment ça fonctionne. Il faut que tout le monde soit d'accord et ait envie de travailler ensemble. Voilà, c'est la principale difficulté de ces associations. Et puis, quand il y a des changements d'élus, c'est fragile, quoi. Voilà, parce que justement, il n'y a pas une structure qui porte tout ça. Alors, dans les coopérations qui sont plus institutionnelles, où il y a une structure derrière, il y a tout d'abord des formes qui sont assez anciennes, hein, qui sont les syndicats mixtes dits classiques, hein, comme Tisséo à Toulouse, le SMTC de Clermont-Ferrand ou de Grenoble, le Citral à Lyon. Voilà. C'est quand même des syndicats, ces formes-là, elles représentent quand même 10% des autorités organisatrices urbaines en France, donc c'est pas négligeable. Elles ont surtout permis l'association des conseils généraux. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, elles ont quand même des périmètres assez variables. Hein. Si à Toulouse, le périmètre il est quand même assez large et correspond à peu près au bassin de vie, à Lyon, c'est moins le cas, par exemple. Et puis, l'autre élément, c'est que dans le cadre de la réforme territoriale, l'avenir de ces syndicats est un petit peu incertain. Voilà. Oui, puis il suffit que deux autorités organisatrices ne s'entendent plus pour faire éclater un syndicat, comme dans le Calvados, par exemple, où le département est sorti du... Oui. Il n'y a pas que ça, c'est qu'il y a la réforme territoriale qui a fait qu'il y a aussi les préfets qui... il y a l'idée que quand il y a un autre établissement public, c'est ces syndicats, sur une communauté urbaine par exemple, ou une communauté d'agglo, si le syndicat mixte, il a exactement le même périmètre que la communauté urbaine ou que la communauté d'agglomération et qu'il a juste associé le département, dans le cadre de la simplification des formes, il y a des préfets qui ont signé des arrêtés de dissolution des syndicats pour d'ici la fin de l'année, quoi. Voilà. Donc c'est aussi ça qui rend leur avenir incertain. Et c'est pour ça que, par exemple, le Citral à Lyon s'est associé avec des petites communes autour pour plus avoir exactement le même périmètre que la communauté urbaine, pour pouvoir survivre. Voilà. Mais ce qui est un petit peu acrobatique, hein, comme formule. Voilà. Et puis, il y a d'autres syndicats mixtes qui y pensent. Hein. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la forme de coopération institutionnalisée la plus ambitieuse aujourd'hui vis-à-vis de l'intermodalité et puis de la coopération entre organisatrices, c'est bien le syndicat mixte SRU. Et même si la loi SRU, elle aura bientôt 15 ans, il n'y a que 15 syndicats mixtes qui ont été créés en France. Un par an, c'est pas mal. Hein, oui, voilà. Voilà. Et puis, sur les 15 syndicats mixtes qui ont été créés, il n'y en a que 2 qui associent la région. Voilà, donc le plus souvent, c'est quand même l'échelon départemental et puis communal qui a été associé. Donc on peut rappeler rapidement les compétences obligatoires de ces syndicats. Hein, c'est la coordination des réseaux, l'information et la tarification intégrée. Et puis, il y a le fait qu'ils peuvent prélever un versement transport additionnel. Et ça, c'est peut-être une des difficultés de ces syndicats, c'est que selon les cas, le versement transport additionnel, il procure des ressources ou il en procure peu. Voilà. Par contre, on reviendra sur ce sujet pendant le temps. Je ne vais pas m'étendre. Ce qu'on peut dire, c'est que nous, on a un petit peu regardé de plus près ces 15 syndicats mixtes. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'ils avaient vraiment joué un rôle de facilitateur de projets intermodaux. Que dans tous les cas, ils avaient permis d'améliorer la desserte périurbaine, donc ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et puis s'ils sont pas encore allés vers de l'intégration tarifaire, ils ont quand même contribué à améliorer l'intégration des politiques publiques en matière de transport. Voilà.
Par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est que finalement, les 15 syndicats mixtes sont assez différents dans leur forme, dans leur façon d'opérer sur les territoires. Et quelque part, ça ne facilite pas leur lisibilité, à la fois entre eux et à la fois sur les territoires pour les usagers. Et ça, c'est peut-être dommage, notamment par rapport aux usagers. Voilà. Merci pour ce tour d'horizon, j'ai trouvé, plutôt voilà, panorama, tour d'horizon. Voilà. Bon, à la table, il y a donc des représentants d'une agglomération, d'une région, d'un département, donc les trois acteurs des territoires, du territoire français. Bon, on sait que la réflexion ou la loi sur la régionalisation n'est pas complètement aboutie. On a le découpage régional. On sait par contre, a priori, que les compétences du département iront à la région, qu'il y aura en face à face maintenant, en matière de transport, la région et l'agglomération. Mais tout reste encore assez flou, mais je voudrais quand même que vous répondiez un petit peu. Monsieur Beurdelet, on va commencer par vous. Si le Nord, par exemple, le Nord-Pas-de-Calais est intégré à la Picardie, et que vous récupérez la compétence des départements également, comment vous allez gérer les transports d'une région de 6 millions d'habitants? Vous y avez pensé? Ça vous empêche de dormir? Non, j'y ai pas pensé. Non, et d'une, on ne connaît pas encore le périmètre sur lequel demain les régions vont être créées. Donc c'est vrai que la région Picardie comme la région Nord-Pas-de-Calais, ce sont deux grosses régions au niveau ferroviaire. Mais je pense que moi, au niveau ferroviaire, les flux, en tous les cas, ne vont pas énormément changer. Je pense que les Picards qui vont travailler sur Paris continueront et n'iront pas plus sur l'île ou autre. Je pense qu'il faudra, par contre, ce qu'il va falloir améliorer, c'est la transversale entre le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, améliorer peut-être entre Arras et Amiens. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui vont être améliorées. Aujourd'hui, il y a des choses qui existent déjà. Un Rouen, Amiens, à Lille, on se déplace. Donc, je pense que ça sera un plus et bien entendu, avec notre partenaire qui est la SNCF, on va travailler pour qu'il y ait des liaisons aujourd'hui qui n'existent pas et qui existeront demain. Ça c'est pour les transports ferroviaires, mais d'abord vous avez des transports routiers et vous allez récupérer les transports départementaux. Et là, c'est... Je pense que moi, les départements, l'ADF demande justement que les départements continuent à gérer les transports, et notamment les transports scolaires. Donc ça peut être fait sous délégation avec la région. Donc je pense que d'ailleurs c'est le point le plus pertinent. Les départements, c'est quand même beaucoup plus proche et je pense qu'ils sont les mieux placés pour continuer à gérer le transport scolaire. Le reste, nous, on gère déjà des lignes interrégionales et je ne vois pas pourquoi demain on ne gérerait pas des lignes de cœur entre Lille et Amiens, entre Compiègne et d'autres villes du Nord-Pas-de-Calais. Donc ce qui existe aujourd'hui entre la région l'Oise et Roissy, entre Amiens et Beauvais, se fera naturellement, je pense, entre la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Bon, les départements, effectivement, n'ont pas encore disparu, mais il en est question quand même. Monsieur Ferrieux, ça vous inquiète, une perspective comme ça? Vous êtes dans le même discours que l'ADF. Et que deviendrait Sismo si le département disparaissait? Il remonterait au niveau de la région? Merci de m'avoir posé cette question. Je vais y répondre, mais pas forcément dans l'ordre que vous attendez. C'est-à-dire que, oui, je représente d'une certaine manière le département de l'Oise. J'ai la délégation des transports du département, comme l'a rappelé Yves Rome ce matin. Mes collègues conseillers généraux, Bertrand Brassens, Michel Delmas, Jean-Paul Douai, étaient là pour dire le département existe encore. La preuve, on est là. Il y a au moins encore des élus. Ce qui est
plus intéressant, je me placerai du point de vue qui a été plusieurs fois dit autour de cette table, et même tout à l'heure par Christiane Dupart. Ce qui est intéressant, c'est les gens. Autrement dit, quelle gouvernance pour les gens, pour les usagers de la mobilité. Et non pas quelle gouvernance pour le bien fondé ou le bien vivre des élus. C'est facile, c'est pas facile, c'est contraignant, c'est pas contraignant, c'est compliqué, ce n'est pas compliqué. Le soi-disant 1000 feuilles administratives auxquelles personne ne comprend rien, il y en a qui comprennent très bien. Mais le citoyen de base, il s'en fiche complètement. La seule chose qui l'intéresse, c'est le résultat. Donc la question de cette table ronde, quelle gouvernance pour rendre possible la mobilité courante? Alors, si cette gouvernance est très bien faite au plan d'une région, même sans délégation au département, très bien. Si elle, d'elle-même, elle sent la région en question, vu sa taille, qui devient considérable, qu'y aller directement, c'est un petit peu gonflé, qu'elle décide pendant quelques années de laisser délégation au Conseil général, ou même pendant le temps qu'elle veut de le faire, pourquoi pas? Il faut expérimenter. Mais de toute façon, pour le syndicat mixte des transports de l'Oise, si un jour la compétence transport est entièrement à la région et qu'il n'y a plus aucune délégation pour le département, il n'aura aucune difficulté à grandir et à phagocyter, non pas l'Île-de-France, comme je l'ai dit ce matin à Pierre Cerne, mais le Nord-Pas-de-Calais en passant par-dessus le reste de la Picardie. Pourquoi? Parce qu'on existe et qu'on fonctionne, qu'on a des outils à proposer et que ça paraît logique. La seule question sera de coordonner ce qui s'est déjà fait au SMIRT, comme ça a été expliqué par Didier Magnier ce matin. Éric Piquet, qui est le directeur du SMIC, est là. Nous savons tous qu'il y aura lieu de se coordonner, mais il n'est pas interdit. Même, j'ai posé la question à M. Briand, même des systèmes extrêmement différents, maintenant, on sait les rendre compatibles. Il fut un temps où c'était par construction qu'ils étaient incompatibles et qu'ils voulaient le rester. Maintenant, ce n'est plus le cas. Par conséquent, les systèmes techniques eux-mêmes, il n'y aura pas une grande difficulté. Ce sera peut-être un peu plus difficile du point de vue de la gouvernance, justement, d'où l'importance de cette table ronde. Et avant de vous dire les propositions qu'on pourrait faire, moi, je veux dire une chose. Le lien entre ce que nous sommes en train de dire à cette table ronde en ce moment et ce qui s'est dit ce matin, et notamment ce que j'ai eu à dire sur les 3 étapes pour atteindre la mobilité courante. La première, c'est la prise de conscience keynesienne, c'est bien. La deuxième, donner le maximum d'informations multimodales, billettiques, etc. La troisième, on a oublié la troisième, plus personne n'en a parlé depuis. Eh bien, c'est mon devoir de dire qu'il y a une troisième condition qui n'est pour l'instant applicable nulle part sur le territoire français. Nous nous en approchons, mais nous en sommes encore très loin. Or, nous sommes un peu en avance sur d'autres. Alors, qu'est-ce que ça doit être les autres? C'est quoi la troisième condition? C'est qu'à partir du moment où fonctionne véritablement un observatoire de la mobilité tel que ça vous a été décrit en réponse à votre question, M. Viednem, c'est qu'après on en fait quoi de ces données? Je vous ai dit, qu'est-ce que vous en faites de ces données? Action, décision, prise de décision collective, des fois populaire ou pas populaire, on s'en fiche, il faut prendre ces décisions. Et quelque part, je dirais à Christiane Dupart, le fait qu'on fasse le maximum d'informations, la plus belle billettique, etc., elle a dit, elle a eu raison, à quoi ça sert tout ça si à la fin il n'y a pas d'offre? Réponse, et si on avait fait exprès? Oui, on veut la transparence totale, oui, on veut absolument que remontent les données, oui, on veut les faire connaître à tous, pour que tout le monde s'aperçoive que le roi est nu. Qu'en matière de transport périurbain et interurbain notamment, même des fois dans les systèmes urbains élaborés, il y a encore des bugs ou des trous, même à Paris, hein, Pierre Cerne l'a rappelé ce matin, dans l'Île-de-France, mais a fortiori dans nos départements moyens de France, il y a plein de trous, plein d'endroits où l'offre n'existe pas, et où pour en créer une nouvelle, il faut se justifier, et se justifier auprès d'autres qui disent « mais moi ça marche très bien chez moi, pourquoi voulez-vous qu'on aille faire quelque chose pour qu'il se passe mal entre tel hameau et tel hameau ?» Eh bien, l'idée, nous, de la mobilité courante, c'est de dire que tout le monde est responsable de toute la chaîne. Et si ça se passe mal entre le hameau numéro 1 et le hameau numéro 2,
Ce n'est pas comme autrefois le conseil général ou maintenant le conseil régional qui est le vilain, le méchant, etc. C'est que le système n'a pas fonctionné pour élaborer une offre alternative à l'actuelle solution que tout le monde trouve. C'est quand si c'est pas trop loin à pied, en vélo, et puis quand c'est trop loin, la voiture individuelle ou l'autostop. Le covoiturage, c'est un petit peu plus élaboré que l'autostop, mais quelque part, c'est la seule solution. D'où l'idée qu'il faut trouver les bonnes structures, et de manière sous-jacente, certains ont dit, oui, tu as inventé ce concept de route courante pour justifier, au fond, d'avoir fait le syndicat mixte des transports de l'Oise, et que tous ceux qui ne l'ont pas fait sont des nuls. Hein, c'est ça qu'on m'a dit. Réponse. Non, car je suis de ceux qui pensent que même les autres formes, que Mme Vernaison nous a rappelées, qui arrivent à faire les mêmes choses que nous, so what? Qu'est-ce qu'on demande? Puisque c'est les résultats pour l'usager qui comptent. S'ils ont réussi avec une forme associative et de manière pérenne, tant mieux, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui le remet en cause. La seule différence, le petit plus que l'on a, c'est que grâce au choix historique que nous avons fait de créer le versement de transport additionnel sur l'ensemble du département, avec le soutien de toutes les villes de l'Oise, quelle que soit leur couleur politique, je vous rappelle, et ça a été fort important, nous a amené des recettes qui nous ont permis de faire des choses qui ne se font nulle part ailleurs. Alors justement, comment vous expliquez, puisque Mme Varnaison en a parlé, ces SRU, ces syndicats mixtes, loi SRU qui existent depuis 15 ans, ont le droit de lever le versement transport additionnel. Il n'y en a que 2 à ma connaissance qui l'ont fait, le vôtre et dans l'Hérault. Comment vous expliquez que les autres syndicats mixtes, ou que d'autres d'ailleurs, ne soient pas lancés dans les syndicats mixtes, puisque les régions réclament eux-mêmes un versement transport? On leur donne les possibilités, on vous donne des possibilités. Alors vous l'avez saisi, mais pourquoi les autres ne l'ont pas saisi? Alors, je crois qu'il y a eu, je connais un peu le dossier parce qu'au sein de la commission intermodalité du Gard, j'ai souvent été plongé sur ces sujets, à la demande d'Yves Cratinger, et j'ai eu en face de moi des représentants d'agglomérations de Toulouse ou d'ailleurs, et je me suis aperçu d'une chose. Il y avait dans l'esprit de beaucoup de responsables, pas forcément élus ou responsables techniques ou administratifs, une confusion entre les syndicats SRU et les syndicats classiques. En ce sens que les syndicats classiques gèrent des transports, sont des AOT, et à la place de l'agglomération, ils font le travail, donc. Et ils ont donc le versement de transport normal, et non pas le versement de transport additionnel. Et ils se sont dit, le jour où on va se transformer en syndicat mixte, ça ne nous apporte pas grand-chose, SRU, sinon une dépendance vis-à-vis des autres. Ils ont pris le mot collaboration comme je vais dépendre de la région, je vais dépendre du département, je suis maître chez moi, j'en veux pas. C'est cet argument qui était massivement donné par les AOT quand on leur a dit mais pourquoi vous ne faites pas comme dans l'Oise? Un deuxième argument qui semblait plus fondé, qui était de dire mais nous on a des grandes agglomérations dans notre département ou dans notre région, ces grandes agglomérations sont déjà au taquet sur le versement de transport, elles ne peuvent pas prendre plus, la loi l'interdit. Donc ce que vous allez le prélever, vous allez le prélever en dehors, et ça ne va pas faire grand-chose. On a fait l'étude, les 2 départements voisins de la Somme et de l'Aisne, de notre bonne région Picardie, sont venus nous voir, ont fait leurs calculs, ils ont trouvé pour l'un, nous on a une recette de 12 millions d'euros par an. Bon. Et il y en a un qui a dit, bah oui, mais nous on n'a que 6 millions, alors c'est vache, c'est pas juste, c'est trop injuste, hein, Calimero. Et puis le troisième qui a dit, bah nous on n'a que 3 millions d'euros, comment ça se fait, c'est injuste, et donc on ne fait rien. Ce fut une erreur, de mon point de vue, historique. Je me mouille, je me lance. Erreur historique. Pourquoi? Parce que le Sismo, dont on attend parler, nous coûte, Mme Picard, 3 millions par an. Autrement dit, même celui, le pauvre, qui disait « mais j'ai que 3 millions, je ne peux rien faire, pour 3 millions, tu n'as plus rien ». Bon, ah oui? Vous auriez pu vous payer le Sismo, système d'information multimodal, biétique, dont tout le monde parle, qui a eu plein de... Vous pouvez vous le payer avec vos 3 millions misérables. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que vous faites des autres millions? Il faut peut-être le dire doucement, il y a peut-être des gens du MEDEF ici. Hein, si vous dites que alors, le VT... heureusement qu'on fait des choses avec ces 9 autres millions. Qu'est-ce qu'on fait? On subventionne les AOT membres. Je subventionne la région, je subventionne le département, alors que dans tous les autres endroits de France, c'est la région et le département qui subventionnent les syndicats. Vous voyez la différence? Voilà pourquoi on est un peu moins mal vu, puisqu'on les subventionne. Modestement, par rapport aux besoins immenses des régions, c'est pas grand-chose. Mais c'est un petit peu de beurre dans les épinards, aussi bien pour le département. Donc,
et ce sera ma conclusion, excusez-moi d'avoir été aussi loin, rien n'interdisait de le faire. Yves Crattinger a essayé de l'introduire dans la loi, dans la bataille pour la nouvelle gouvernance du pays, des collectivités territoriales. Il a dit il faut absolument étendre les syndicats mixtes SRU en prenant spécifiquement l'exemple de l'Oise. Donc il disait c'est le moment est venu de l'étendre au niveau régional. On ne parlait pas à l'époque de grande région, mais même grand régional, moi j'ai rien contre. Mais le faire obligatoire et partout. Et c'est ça qui a été retoqué dans les 12 versions du projet de loi. Il y en a eu 9 ou 10 où ça figurait encore, et puis dans les dernières, ça a disparu. Donc pour l'instant, c'est en sommeil. Mais je suis de ceux qui pensent, et je n'ai pas le téléphone direct de Manuel Valls. Hein, là, ton portable. Je suis de ceux qui pensent qu'on y reviendra. Et que des régions, peut-être qu'on ne le rendra pas obligatoire, mais des régions trouveront intelligent d'aller ramasser cette petite recette supplémentaire, dès lors qu'elle n'est pas là pour leur acheter des TER, hein, elle est là pour financer l'intermodalité. C'est pour ça que ça a été fait. Les syndicats mixtes SRU, c'est écrit noir sur blanc dans la loi SRU. Vous faites ça, mais attention, vous devez faire que 3 choses. Intermodalité, intermodalité, intermodalité. Les 3 formes d'intermodalité. Billettique, coordination des horaires et recherche d'une billettique intégrée. Si vous faites ça, vous êtes dans les clous. Si vous ne le faites pas, ce que font certains autres syndicats mixtes, qui sont SRU, mais n'appliquent pas les 3 règles, eh bien vous n'êtes pas dans les clous. Alors nous, on est les bons élèves. Et quand j'ai dit, mais il faudrait l'étendre, puisqu'on est les bons élèves, on a une bonne note, pourquoi ne pas dire à tout le monde de faire comme nous? On nous a répondu, oui, c'est vrai, mais vous êtes l'exception. L'air de dire, les autres n'ont pas su le faire, donc circuler, il n'y a rien à voir. Merci, Monsieur Ferrieux. Monsieur Grasse, qu'est-ce que la transformation de l'agglomération toulousaine en métropole va changer en matière de transport, hein? Toulouse devient une métropole au 1er janvier 2015. J'ai tendance à penser pas forcément grand-chose sur les transports, tout simplement parce que l'organisation des transports à Toulouse, c'est un syndicat mixte, alors qui est très ancien, parce qu'en fait, il date de 1972. Et donc, ça veut dire qu'en 72, c'est un syndicat qui se crée, d'ailleurs c'est au moment de la création du VT, qui regroupe la ville de Toulouse, qui est bien sûr la ville-centre, avec 51 communes autour. Donc c'est un groupement de communes à l'époque indépendantes. Il n'y avait pas encore de communauté d'agglo, de communauté urbaine, etc. Encore moins de métropole. Et donc il y a eu dès cette époque-là une habitude de travail de manière intercommunale entre évidemment une grande ville et beaucoup de petites, parce que c'est sûr que la ville de Toulouse représentait beaucoup plus de la moitié de la population. Alors en fait, ce syndicat, en tant que structure, il existe toujours, sauf qu'aujourd'hui, c'est plus 52 communes, c'est 101. Et quand on regarde un peu plus dans le détail, en fait, ce syndicat, aujourd'hui, regroupe 4 communautés de communes. Alors, Toulouse Métropole, qui s'appelle déjà Métropole, mais qui sera Métropole au 1er janvier, 37 communes, et évidemment, c'est l'essentiel de population, 700 000 habitants. Il y a 2 autres communautés d'agglomération, le Muretin et le Sicoval, qui sont plus petits, parce que c'est 70 à 80 000 habitants, et avec autant de communes, 36 pour le Sicoval. Et là, on voit dans le Sicoval, pour ceux qui connaissent la région toulousaine, on va au bord du Lauragais. Donc on est à la fois urbain à Ramonville et on est à la campagne dans le Lauragais. Donc on voit le côté mix urbain là, qui s'est éloigné. Le Muretin, c'est à peu près pareil, avec Muret, qui est une ville qui est une sorte de pôle, mais qui a aussi de la campagne autour. Et puis les autres communes restantes sont 12 communes du syndicat intercommunal. Donc en fait, on a 4 structures, elles-mêmes intercommunales, regroupées dans un syndicat. Donc en soi, ce syndicat, il est un regroupement à plusieurs étages et qui a grandi, parce que 101 communes, évidemment, ça fait un périmètre de grande taille. C'est, je crois, le moins dense de France, avec toutes les questions que ça pose en matière de transport public, avec cette hétérogénéité. C'est pas loin d'1 million d'habitants. Et évidemment, des problématiques avec, au centre, un trafic très élevé, c'est 500 000 personnes par jour, mais 2 tiers passent dans le métro, et c'est le métro automatique d'ailleurs qu'Éric Quiquet connaît bien, qui est le même qu'à Lille, et puis des lignes de bus et des transports à la demande autour pour connecter cet ensemble, et puis aussi des parkings pour se connecter au métro notamment. Donc c'est un système fortement intermodal, vu la taille du territoire, qui, certes ancien, mais il s'est transformé. Et voilà. Donc alors, ça fonctionne. Il n'y a pas de syndicat type SRU avec la région. Alors il y a un syndicat avec la région,
mais c'est pour gérer le musée des abattoirs. C'est un musée d'art contemporain, mais il n'y en a pas dans les transports. Donc ça existe quand même. Bon. Donc ça ne change pas grand-chose sur la gestion quotidienne le 1er janvier. Non, je pense que ça ne va pas faire de bouleversement. Alors bien sûr, il y a aussi le département qui gère les transports scolaires dans les fonctions qui sont actuellement celles du département, la région qui gère les TER. Il y a des conventions avec le département, avec la région pour les scolaires ou pour l'entrée d'une ligne TER qui a un caractère urbain venant de Colomiers. Bon, voilà, donc des conventions et un dialogue avec ces deux collectivités qui elles-mêmes contribuent aussi aux investissements, région et département. Mais au sein de ce syndicat mixte, bon, il ne va pas y avoir de bouleversement le 1er janvier. Par contre, dans quelques mois, en 2016, ou enfin quand la loi, la réforme régionale sera appliquée, normalement, il ne restera plus que 2 grands acteurs, les agglomérations et les régions. Est-ce que dans votre région, dans votre ville, est-ce que ça va changer quelque chose d'avoir l'interlocuteur au niveau régional et non plus au niveau départemental? Parce qu'en plus, je crois qu'au niveau local, c'est pas toujours simple, les rapports entre les agglos et les départements. Ce sera plus simple avec les régions? Je ne sais pas, on verra. Ça n'a pas toujours été simple dans l'histoire. Il y a eu à des moments des petites tensions. Ça existe. Alors déjà, au sein du syndicat mixte, il y a quand même une règle à Toulouse, c'est que la politique politicienne est en dehors. C'est-à-dire qu'on parle de transport, les débats sont en dehors s'il doit y en avoir sur un terrain plus politicien. Donc déjà, ça veut dire que historiquement, il y a toujours eu ce climat de travail constructif pour développer le système, le gérer. Alors évidemment, si demain il y a uniquement la région et plus le département, ça fait qu'un interlocuteur, donc c'est un peu plus simple. C'est vrai que le millefeuille, c'est la multiplicité des acteurs, et aujourd'hui, ce qui fait la complexité, c'est aussi le temps de discussion, le temps de dialogue. Et au fond, dans les transports, ce qui est quand même assez frappant, c'est que les décisions, si on veut qu'elles soient consensuelles, elles prennent du temps. Et donc, on n'est pas toujours, notamment à Toulouse, pas toujours au rythme d'évolution de la population. On est dans une agglo qui se développe à toute vitesse. Et donc, les infrastructures, il faut non seulement les faire pour les gens qui arrivent, mais il faut plutôt les anticiper. Vu le temps de construction, il vaut mieux anticiper. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, plus le dialogue est simple, plus on ira vite pour décider, pour faire. Quelle sera la capitale régionale? Toulouse ou Montpellier? Si vous demandez aux Toulousains, ils répondent qu'il faut prendre la capitale historique qui existait déjà au Moyen-Âge, qui était Toulouse, donc qui était la capitale de l'Occitanie, comme chacun sait. J'attendais pas d'autres réponses. Les Montpelliérains sont peut-être moins d'accord, mais... Monsieur Beurdelet, justement, même question. Les 2 grands acteurs, la région maintenant qui va gérer ses propres transports et qui aura comme interlocuteur dans les zones urbaines les agglomérations et les métropoles. Ça change quelque chose. Et peut-être, puisque on en a parlé un petit peu, mais si les départements sont dépossédés de leurs compétences, mais si les départements sont encore là, ils peuvent peut-être servir de relais à votre politique dans les territoires ou... Tout à fait. Et puis bon, je pense aussi que dans l'Oise, il y a un syndicat mixte, les transports, dans le Nord-Pas-de-Calais, ils ont un syndicat. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne connaît pas les textes de la loi. Peut-être aussi s'appuyer pendant une période sur ce qui se fait déjà dans les 2 régions pour travailler. Et puis on travaille, nous, on a déjà signé une charte avec les agglos en Picardie. Je pense que moins il y a d'interlocuteurs, mieux on travaille peut-être. Mais je voudrais dire aussi que, François n'en a pas beaucoup parlé, mais ok, aujourd'hui il y a le versement transport pour les syndicats, mais l'important, c'est pas d'avoir la compétence. L'important, c'est d'avoir les ressources. Et demain, quelles ressources vont avoir les régions? C'est bien beau d'avoir des grandes régions, mais si c'est fusionner 2 régions, le Nord, Pas-de-Calais et la Picardie, 2 régions pauvres n'a jamais fait une région riche. Donc, moi, ce qui m'interpelle, en plus d'avoir la compétence, c'est quelles ressources on va avoir quand on sait que les dotations d'État aujourd'hui diminuent, et que les régions, bien sûr, en pâtissent, et que les régions ne lèvent plus l'impôt. Et donc, il faudra, je pense que dans cette loi, il faut absolument qu'en nous donnant la compétence, on donne aux régions la possibilité d'exercer cette compétence en totalité. Parce que ça, c'est important. Si on récupère les routes, c'est des milliers de kilomètres. Bon, tout à l'heure, ce matin, le vice-président d'Île-de-France le disait, mais nous aussi, je veux dire, en Picardie, il y a des milliers de kilomètres, et dans Pas-de-Calais, c'est pareil. Donc, je
Moi, je connais aujourd'hui les transferts de compétences qui ont été donnés au TER. Ce qui nous a été donné en 2002 et ce que la région paye aujourd'hui, il n'y a aucune commune mesure. Donc, c'est ça. Enfin, l'acte principal, c'est quelles ressources on va donner aux autorités organisatrices, qui sont aujourd'hui, qui sont les régions, pour qu'elles puissent exercer pleinement leurs compétences. Merci. Madame Varnaison, ce matin, vous m'avez dit que vous aviez des éléments justement comparatifs avec l'Allemagne. Comment ça se passe en Allemagne, peut-être assez rapidement là aussi Alors, je dirais que l'Allemagne, la coopération entre autorités organisatrices est beaucoup plus ancienne qu'en France, mais aussi liée à leur structure institutionnelle, qui est qu'en fait, eux, ils n'ont pas l'échelon du département, et donc pour organiser une ligne entre deux communes qui sont l'une à côté de l'autre, il faut un accord entre les communes. Et donc, quelque part, ils ont eu une obligation de se coordonner et de faire de la coopération qui est, qui était obligatoire, en fait. Voilà. Et c'est comme ça que c'est créé très tôt, puisque dès le milieu des années 60, il y a eu des premières, ce qu'on appelait les communautés de transport, autour d'offres intermodales et à la fois d'un point de vue tarification. L'autre point qui a aussi permis de développer ça en Allemagne, c'est que les Länder ont aidé ces communautés tarifaires qui se sont mis progressivement en place et les ont aidés financièrement, par exemple, pour mettre en place de l'intégration tarifaire, au moins au démarrage, le temps que le titre s'équilibre et qu'il attire plus de clients. Et quelque part, le fait aussi que les Länder s'en soient occupés, ça fait que déjà, au niveau de chaque land, on avait des communautés tarifaires qui avaient des systèmes qui se ressemblaient. Et au final, en Allemagne, on a des systèmes de tarification et de systèmes d'information qui ne sont pas très différents d'une communauté de transport à une autre. Et donc, pour le voyageur, il y a une lisibilité beaucoup plus importante. Donc c'est vrai que les régions, si en plus elles deviennent plus grandes, elles pourraient avoir une vue d'ensemble plus importante et apporter de la cohérence aussi à l'usager en choisissant des systèmes qui se ressemblent. Et puis ça ira aussi dans l'idée d'avoir aussi un calculateur d'itinéraire national, d'un meilleur dialogue entre les différents systèmes pour avoir une vue plus large. Au niveau des ressources, en Allemagne et nulle part ailleurs dans le monde, d'ailleurs, je crois, il y a de versement transport. Ils prennent leurs ressources viennent du budget général, c'est ça? Alors, oui, alors en Allemagne, je ne sais plus. En Allemagne, ils ont une taxe sur les carburants. Et puis, il y a des endroits, il y a selon les systèmes, il existe d'autres formes de taxes. Mais c'est vrai que le versement transport, la taxe chez l'employeur, ça existe en France, ça existe au Brésil. Et puis après, il y a d'autres systèmes qui sont, par exemple, au Japon, il n'y a pas de taxe sur les employeurs, mais quelque part, la plupart des employeurs payent un forfait transport à leurs employés qui correspond à une bonne partie de l'abonnement TC. Donc les choses. Oui, puis ils ont un niveau de tarif nettement au-dessus de. Oui, ils ont un tarif, mais les employeurs finalement financent leurs salariés. Et ce qui fait que, par exemple, les clients des transports au Japon, c'est essentiellement des gens qui travaillent. Et donc, ceux qui ne travaillent pas, comme ils n'ont pas le remboursement, ils utilisent moins. La clientèle n'est pas la même, en fait. Monsieur Bordelais, on sait que les régions réclament des ressources fiscales dynamiques. Est-ce que vous réclamez des ressources, n'importe laquelle, c'est pour alimenter votre budget général et après faire vos budgets, ou bien des ressources affectées pour le transport, un versement transport, puisqu'on en parlait du versement transport institutionnel? Vous réclamez quoi? Simplement une fiscalité dynamique? Il y a plusieurs choses. Bon, là, j'ai entendu le Premier ministre à Toulouse dire que comme les régions allaient devenir chefs de file au niveau économique, ils risquaient d'avoir un impôt par rapport à l'économie, qui serait reversé, enfin, ça serait donc un impôt dynamique. Moi, je pense, et on le
voit... Enfin, moi, je suis allé en Suisse et j'ai été effaré, quoi, parce que quand je vois comment ils fonctionnent, ils avaient, je crois que c'était 5 centimes de francs suisses qui étaient, quand on faisait le plein par litre, qui étaient réservés au transport. Mais c'était vraiment réservé au transport. C'était pour reconstruire des gares, pour faire sur l'infra, pour acheter du matériel. En France, moi, à la limite, là, je vois qu'on va payer une taxe de 2 centimes sur le gasoil à la place de l'écotaxe. J'aurais préféré, à la limite, qu'on dise... il y a l'écotaxe, et puis après, on va aussi mettre une taxe à la limite de 2 centimes, mais qui va vraiment servir au transport, qui va pas s'évaporer, comme malheureusement en France, toutes les taxes s'évaporent. Certains ne l'ont pas connu dans cette salle, mais moi je me rappelle de la vignette quand même. La vignette, c'était pour les personnes âgées. À la fin, les personnes âgées n'en voyaient pas beaucoup la couleur. Donc, moi je pense que les Français ne sont pas bêtes. Si on leur dit ce 2 centimes vont vraiment pour l'infrastructure, pour X choses dans le transport, je ne pense pas qu'ils vont râler. Parce qu'ils savent que demain, c'est des transports publics, des transports collectifs qui vont fonctionner beaucoup mieux. Parce qu'il faut se dire aussi, en France, je ne sais pas dans les autres pays, mais au niveau du TER, enfin en tous les cas en Picardie, l'usager il paye 28% à peu près du prix réel du ticket. Donc aujourd'hui, le TER est beaucoup subventionné. Est-ce qu'on va pouvoir continuer, si on n'a pas d'autres ressources, est-ce qu'on va pouvoir continuer longtemps comme ça? C'est la question que je pose. Alors justement, à propos de la tarification, parce que ce matin on a parlé de biéthique, mais on n'a pas abordé le sujet de la tarification. Alors on peut l'aborder sous au moins 2 angles. Il y en a un premier, c'est chaque territoire a sa propre politique de tarification. On sait que beaucoup de départements se sont convertis au tarif unique à 1 voire 2 euros, que dans les régions, il y a quelques régions qui font des expérimentations comme ça, je pense au Languedoc-Roussillon, alors que dans des réseaux urbains importants qui sont maintenant bien développés, je pense à Lyon, mais je ne sais pas si c'est le cas à Toulouse, mais à Lyon en tout cas, ils veulent augmenter les tarifs de plus en plus parce qu'ils ont une qualité de transport. Enfin, il y a une inégalité entre les territoires en matière de tarifs des transports publics. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Parce que prendre un car et traverser le département pour 1 euro alors qu'on fait la même distance, enfin on fait une distance 10 fois moins courte en ville pour 1,70 €, c'est pas très compréhensible pour l'usager. Je ne suis pas là pour critiquer le choix du département. Non, mais est-ce que c'est pas un problème justement pour l'intermodalité, ça, pour l'articulation des réseaux? Oui, oui, peut-être. Mais je pense que c'est bon. Les départements ou le département qui a fait ça doit avoir les ressources pour le faire. Mais moi, je suis pas favorable à la gratuité complète. Moi, des collègues à moi sont pour la gratuité complète, même sur le TER. Enfin, je veux dire, quand on voit le prix, le coût que ça revient aux régions, enfin, pour moi, c'est pas possible parce que sinon c'est les impôts de l'ensemble de la population qui payent. Et c'est des gens qui prennent pas de train qui vont payer. Donc là, je pense que c'est aussi un peu pareil. C'est les gens qui prennent pas le car qui financent ce tarif à 1 euro. Mais bon, ça peut permettre aussi quand même à des populations qui sont aujourd'hui en difficulté de pouvoir être mobiles. Je pense que peut-être que on doit réfléchir à une tarification selon les revenus. Pourquoi pas? On va dire c'est des choses. Moi j'ai déjà réfléchi au niveau de la région parce qu'aujourd'hui la personne qui prend le train pour aller de Compiègne à Paris avec une tarification pour aller travailler, paye le même prix qu'il soit cadre ou qu'il soit speaker. Est-ce que c'est quelque part, est-ce que c'est normal? Moi, je pense qu'arrivé à un moment, on a créé une tarification pour inciter les gens à prendre le TER ou le transport collectif. Mais aujourd'hui, il faut peut-être réfléchir à ce qu'il ne faut pas modifier justement la tarification selon les revenus ou autres. Et donc vous pensez que dans les régions, il faudrait augmenter les tarifs? Même question dans les agglomérations d'ailleurs. Si on n'a pas d'autres ressources, il faudra peut-être, en plus on va
la liberté tarifaire. Hein. Donc c'est des réflexions, mais en plus maintenant, pour certains, pour beaucoup, l'employeur finance 50% de l'abonnement. Il faudra peut-être dans un futur augmenter la tarification. Mais moi, je ne suis pas contre, mais il faut aussi que demain, que les conditions de transport des usagers s'améliorent aussi. C'est aussi quelque chose d'important. S'ils payent plus cher, ils doivent avoir un meilleur service. Monsieur Grasse, qu'est-ce que vous en pensez de cette ce que j'en pense, augmentation des tarifs? C'est assez simple, c'est qu'il va falloir qu'on trouve un moyen de les augmenter. Enfin, à Toulouse, les recettes représentent 35% à peu près des dépenses, c'est à peu près la moyenne française. On citait Lyon tout à l'heure, Lyon c'est plus proche ou même au-dessus de 50%, ça montre les écarts. Et pourtant, le prix du billet à Lyon et à Toulouse, il est à peu près le même, ce qui montre que les tarifs, c'est pas seulement le prix du billet à l'unité, c'est tout l'équilibre, c'est tous les niveaux de tarifs. Ça va des abonnements au ticket 10 en passant pour les différentes gratuités et autres. Et donc, c'est cet équilibre complexe qu'il faut pouvoir travailler. Alors évidemment, dès lors qu'on touche à des sujets comme les gratuités, on est sur des sujets sensibles politiquement, parce qu'il peut y avoir des choses très anciennes, et donc ça a des côtés symboliques. Ceci étant, on a, venant du public, dans des enquêtes ou autres, on voit bien que des gens spontanément émettent l'idée qu'il faut peut-être se rapprocher aussi des revenus ou des ressources fiscales, parce que sinon on peut avoir des vraies inégalités. Donc en tout cas à Toulouse, on est convaincu qu'il faut faire évoluer ça. Alors ça ne se fait pas brutalement, l'évolution des tarifs, ça se fait progressivement. On est en train de faire une grosse étude là-dessus. Il faut que ça accompagne aussi, comme vous le disiez très justement, la qualité de service. C'est-à-dire qu'il faut que on soit toujours en progression, soit de qualité, soit de quantité de service. C'est pour ça qu'à Toulouse, on veut faire une 3e ligne de métro. Mais pour que tout ça soit bien cohérent. Mais là-dessus, ce que je dis là n'est pas très différent de ce que disent en commun le GART et l'UTP. C'est-à-dire le constat que depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, les ressources du côté tarifaire, les ressources en recettes baissent de manière régulière. On était à 50%, on est en moyenne à 35%, alors que tous les autres services, quelle que soit leur nature, des services de propreté, de cantine scolaire, tous les services ont évolué plus ou moins autour de l'inflation, sauf les transports qui baissent. Donc on appauvrit le système d'une manière ou d'une autre. Bon. Alors si vous ajoutez à ça tous les problèmes de financement de l'État ou autres et les questions qu'on a aujourd'hui, c'est une vraie question, l'équilibre financier du système. Or, les agglomérations continuent plutôt à se développer, bien sûr, et avec des besoins d'infrastructures, d'une part, qui coûtent de l'argent, et aussi de développement d'offres. Et on sait qu'en transport public, ça coûte à chaque fois de l'argent à la collectivité. Donc il faut trouver le meilleur équilibre. Et la tendance quand même à Toulouse, c'est qu'on puisse faire évoluer les recettes plutôt vers le haut. Voilà, donc il y a un travail qui est amorcé là-dessus. Monsieur le maire Ferrieux, peut-être pour conclure sur ce sujet-là et peut-être conclure la table ronde, avec votre système finalement d'information, enfin de remontée plutôt d'information, de réflexion sur l'évolution des réseaux, sur les conseils que vous pouvez donner à certains réseaux ou même voit dans les statistiques l'intérêt qu'ils auraient à ouvrir des lignes et tout ça. Dans des réseaux gratuits, est-ce que c'est facile de faire ce genre de choses? Parce que on a déjà un coût important qui n'est pas payé par des recettes. Est-ce que ce n'est pas un frein au développement du transport public dans une ville comme Compiègne, puisqu'on est à Compiègne? Non, ça n'a rien à voir. En effet, puisque vous prenez l'exemple de Compiègne, que je connais bien, je suis par ailleurs élu de Compiègne, mais bon, je ne suis plus à la municipale depuis pas mal d'années, mais je suis un petit peu ce qui se passe et je subventionne les actions de l'agglomération de Compiègne en fonction de quoi? Je n'ai pas dit tout à l'heure quand je disais qu'on subventionnait la région, le département et les agglos en fonction de quoi? Pas de leur couleur politique ou de leur bonne mine ou de l'humeur, en fonction de critères. Et parmi ces critères, il y a la recherche systématique de complémentarité de tous les modes. Et c'est ça qui fait notre intérêt. Et de ce point de vue-là, la question de la tarification, etc., et du coup, ne vient jamais en premier. C'est quelle complémentarité est la plus optimale. Et l'optimal, c'est pas toujours une nouvelle ligne de bus, ça peut être un transport à la demande, ça peut être un prêt de vélo, ça peut être, comme j'ai dit ce matin, un court passage laissé à la voiture individuelle, à condition de pouvoir en abuser, comme le tabac.
exactement de la même manière, mais ça n'a pas d'effet. La seule chose qu'il faut absolument arriver à maîtriser, c'est une nouvelle offre de multimodalité. Une nouvelle offre simplement classique, c'est bien. D'ailleurs, les transporteurs sont bien contents de la faire. Quand on décèle un endroit où ce serait bien de faire un service supplémentaire ou de faire une ligne supplémentaire, ils sont contents. Mais, à mon avis, ce n'est pas le maximum de bénéfices qu'on peut tirer de la chose. Il y a plein d'endroits où ça ne justifiera pas qu'on fasse un horaire ou une ligne supplémentaire, mais que cette fois-ci, on se penche véritablement sur un outil supplémentaire auquel on n'avait pas pensé. Ça peut être le vélo qu'on peut accrocher dans le bus aussi, entre parenthèses. Personne n'en a parlé, monsieur le représentant de la FUM. Il y a des régions et des départements qui ont fait, pour les touristes et pour les cyclotouristes, un effort particulier de pouvoir mettre le vélo dans le cadre. J'ai pris cet exemple où le covoiturage ou l'autopartage, nous n'avons, Madame Picard vous l'a dit, pas encore abordé le problème d'autopartage. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, mais nous ne sommes pas sûrs de nous, à l'heure actuelle, nous pensons que la taille critique des agglomérations de l'Oise n'est pas encore tout à fait viable pour ce type de choses. C'est ce que disent les économistes. Mais les économistes, des fois, ils se trompent, voyez-vous. Donc, nous n'excluons pas du tout, nous le ferons, c'est sûr, mais toute forme d'autopartage. Et une chose qui n'a pas été dite, mais je dis parce que c'est le bon moment, les constructeurs automobiles, non seulement se lancent massivement dans l'étude du covoiturage, mais j'ai eu l'occasion récemment, lors d'un conseil d'administration de l'UTC, de rencontrer deux grandes automobiles qui sont membres du conseil d'administration de l'UTC et qui m'ont posé la question, ouais, vous développez le covoiturage, mais contrairement à ce que vous croyez, on ne vous en veut pas, on ne veut pas mettre un contrat sur vous, parce que c'est l'avenir, et donc on va l'accompagner, mais nous, on pourrait l'appeler ça autrement, on peut dire que c'est la mobilité optimisée. Eh bien, entre la mobilité optimisée des constructeurs d'auto, si possible électriques, si possible basse consommatrices, si elles sont restées à essence, et ce que nous voulons dans la mobilité courante, il n'y a pas tellement une grande différence. Et j'ai été plus loin dans les propositions, j'ai dit, mais qu'est-ce qui vous interdit d'envisager de construire des véhicules faits pour l'autopartage ? Et dont certains seront petits, d'autres moyens, d'autres seront grands, pour des grandes familles ou des grandes collectivités, etc. Et après tout, qu'est-ce que c'est qu'un car, sinon qu'un covoiturage organisé, et je l'espère optimisé, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il soit un peu rempli, ce qui n'est pas toujours le cas des cars scolaires, vous savez, on fait notre possible. Mais de ce point de vue-là, c'est la complémentarité de tous les modes, et cette complémentarité de tous les modes exige une gouvernance optimisée, une gouvernance qui fonctionne bien. Autrement dit, ce que l'on veut pour les fameux maillons de la chaîne, l'huile entre les maillons pour que ça glisse bien, doit exister également entre les autorités organisatrices de transport. Alors s'il y en a une de moins, qui est le département, bon, on fera 100. Si elle existe encore, on fera avec. Mais ce n'est pas ça qui compte. Je vous dis, ce qui compte, c'est qu'ils s'est décidé, ensemble de décider, et surtout, et ça c'est vraiment le message numéro 1, ils se sentent collectivement responsables de la réussite du déplacement de Mme Dupont entre A et B. En cas d'échec, c'est leur échec à tous.